Gadel 24 News, il est 19h, c'est l'heure de l'édition principale. Tout de suite les titres. 248e jour de cauchemar, le bilan de l'agression génocidaire sioniste sur la bande de Gaza s'élève à 37 124 martyrs et près de 85 000 blessés. Le président algérien Abdelmajid Tebboune reçoit les chefs de délégation participant à la 11e réunion ministérielle du comité des 10 chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine sur la réforme du Conseil de sécurité des Nations unies. Tombée de rideau ce lundi sur les travaux de la 11e réunion ministérielle du C10 de l'Union africaine. Le groupe s'est mis d'accord sur une conclusion finale, réparer l'injustice historique en octroyant à l'Afrique sa représentation méritée au Conseil de sécurité. Et enfin, c'est une victoire écrasante pour la droite et l'extrême droite aux élections européennes. Avec leurs 131 sièges, les droites nationalistes et radicales entendent peser davantage encore sur les orientations de l'Union européenne. Bonsoir à tous. Nouvelle mise à jour dans le bilan de l'agression génocidaire sioniste sur la bande de Gaza. En ce 248e jour consécutif, ils sont 37 124 Palestiniens à être tombés en martyrs et 84 712 à avoir été blessés, dont une majorité sont des femmes et des enfants. Selon les autorités palestiniennes de la santé, l'armée d'occupation a commis 5 massacres ces dernières 24 heures dans différentes régions de l'enclave, faisant 40 morts et plus de 200 nouveaux blessés. Le sud de la bande de Gaza a été lourdement ciblé ce lundi. À Rafah, ils sont au moins 5 Palestiniens à avoir été tués après que des missiles sionistes aient ciblé les tentes de civils déplacés. 30 autres Palestiniens ont été grièvement blessés et transportés à l'hôpital Nasser de Khan Younes. Khan Younes, où justement 5 Palestiniens de la même famille sont tombés en martyrs à l'est de la ville suite à 2 violents bombardements ayant ciblé un immeuble dans un quartier peuplé de civils. Plusieurs personnes ont également été blessées dans ce massacre. Et en Cisjordanie occupée, au moins un Palestinien est tombé en martyr suite à de violentes incursions de l'armée d'occupation dans le gouvernorat de Tobas. Il s'agit de Mahmoud Ibrahim Nabressi, 15 ans seulement. L'enfant a succombé à de graves blessures infligées par l'armée sioniste. Les forces sionistes ont également procédé à plus d'une trentaine d'arrestations, dont des enfants et des femmes ces dernières 24 heures dans les villes d'El Khalil, de Jenin, de Qalqilia et d'El Quds occupées. Le système sanitaire de Gaza, déjà en difficulté, souffre actuellement d'épuisement professionnel et d'un manque terrible de ressources en raison de l'afflux des victimes, en particulier suite au massacre du camp de Nusayrat. L'hôpital Shuhada al-Aqsa, l'un des rares centres de soins toujours actifs, peine à soigner ses blessés. Il serait même dans le collimateur de l'armée d'occupation. Amalam Zenzitone. Débordé, saturé, au bord de l'effondrement, tel est aujourd'hui l'état du seul établissement médical fonctionnel dans le centre de l'enclave palestinienne depuis le début du génocide, l'hôpital des Shuhada al-Aqsa de Deir el-Balah. Alors que la structure sanitaire a largement dépassé sa capacité maximale, vu le grand nombre de blessés palestiniens qui y affluaient après l'attaque sioniste sur Nusayrat, les blessés gisaient sur les sols et les couloirs de l'hôpital. Il est allongé sur le sol de l'hôpital depuis 4 jours. Il est censé être en unité des soins intensifs, mais il n'y a pas de place. Ce lit, ici,
Ils viennent de l'avoir aujourd'hui, sinon il était par terre. Il est censé être transféré à l'étranger. Nous attendons l'ouverture du terminal de Rafah. L'enfant est incapable de parler depuis 4 jours et nous ne savons pas ce qu'il en est. Il y a des complications liées à sa blessure à la tête. Son dos est également couvert d'éclats d'obus. Il n'y a pas de soins et il n'y a pas d'hôpitaux. Ahmed Hachami a également été blessé dans le camp d'Al-Nusayrat samedi 8 juin. Bilal El-Kafarna du nord de Gaza, blessé en avril, tous deux allongés sur des lits devant l'entrée de l'hôpital. Je suis blessé, je suis à l'extérieur de l'hôpital sur un lit. Il n'y a pas de place à l'intérieur, la situation est très difficile. Les blessés sont jetés dans les couloirs et au sol et il y a une grave pénurie de médicaments. Je suis devant la porte de l'hôpital depuis le 16 avril. J'attends l'ouverture du passage pour être transféré à l'étranger afin de pouvoir voyager et suivre mon traitement car aucun traitement n'est disponible ici. En 8 mois de génocide sur Gaza, le système de santé a été férocement attaqué. L'hôpital des Chouhada d'Al-Aqsa étant déjà au bord de l'effondrement, avec un seul générateur toujours en fonction, de graves pénuries de fournitures médicales, de médicaments et une pénurie de personnel soignant ont encore aggravé la crise. L'hôpital est maintenant complètement plein et le nombre de blessés dépasse de 4 ou 5 fois le nombre de lits. Cela signifie que nous pouvons nous attendre à une catastrophe sanitaire et humanitaire. Si l'hôpital cesse ses opérations, des centaines de milliers de Palestiniens dans le centre de Gaza perdront tout espoir de se faire à peine soigner des blessures infligées par le bourreau sioniste. Si l'hôpital cesse ses opérations, des centaines de milliers de Palestiniens dans le centre de Gaza perdront tout espoir de se faire à peine soigner des blessures infligées par le bourreau sioniste. L'Algérie a justement condamné avec la plus grande fermeté le massacre brutal perpétré samedi dans le camp de Nusayrat contre des civils sans défense ayant fait plus de 270 martyrs. Face à ce nouveau massacre, l'Algérie a souligné dans un communiqué qu'il est inévitable que le Conseil de sécurité assume les responsabilités qui lui sont confiées pour freiner l'agression sioniste, soulager le peuple palestinien de son épreuve continue et mettre un terme définitif à l'impunité de l'occupation des colons israéliens. Le pays appelle également les instances judiciaires internationales à accélérer les poursuites contre les criminels responsables de ces massacres qui constituent une honte pour l'humanité. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a fait un saut ce lundi au Caire pour tenter de faire avancer le dossier concernant la proposition de trêve faite par le président américain Joe Biden. Anthony Blinken a également eu des entretiens à huis clos avec le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi, dans lesquels ils ont discuté des efforts conjoints pour parvenir à un cessez-le-feu et un échange d'otages. L'UNRWA annonce la perte de 192 de ses travailleurs humanitaires depuis le 7 octobre dernier, du jamais vu depuis la création des Nations Unies dans les années 40. Selon le porte-parole de l'instance onusienne Jonathan Fowler, 170 installations de l'UNRWA dans la bande de Gaza ont été bombardées et ont subi des dégâts considérables. Le porte-parole de l'UNRWA s'est également exprimé sur le niveau de destruction causé par l'agression sioniste contre la bande de Gaza, déclarant qu'il faudrait au moins 20 ans pour tout reconstruire, en particulier lorsqu'il s'agit de rebâtir des écoles et des cliniques, ces dernières étant les infrastructures les plus ciblées par les forces sionistes. On passe au reste de l'actualité. Le président algérien Abdelmajid Tebboune a reçu ce lundi le recteur de la mosquée de Paris, Shamseddine Hafiz, au siège de la présidence.
Plus tôt dans la journée, le président Tebboune avait reçu les chefs de délégation participant à la 11e réunion ministérielle du comité des 10 chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine sur la réforme du Conseil de sécurité des Nations Unies. L'audience s'est déroulée en présence du ministre des Affaires étrangères Ahmad Attaf et du directeur de cabinet à la présidence Boualem Boualem. Cette 11e réunion ministérielle sur la réforme du Conseil de sécurité de l'ONU est consécutive au sommet d'Oyala qui s'est tenu l'année dernière. Il s'agit d'un engagement et d'un signal fort des membres de ce comité à prendre en charge la responsabilité que leur a confiée la commission de l'UA au nom du continent africain pour corriger l'injustice historique dont a été victime l'Afrique en l'excluant d'une représentation permanente au Conseil de sécurité. Les travaux de la 11e réunion ministérielle du comité des 10 chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine ont justement pris fin ce lundi à Alger. Les discussions ont été centrées autour de la réforme du Conseil de sécurité des Nations Unies, et ce pour renforcer la position et la représentativité africaine au sein du Conseil onusien. Mohamed Wali Ben Chaban. La réforme du Conseil de sécurité des Nations Unies demeure une question capitale pour le continent africain. Le C10 réuni à Alger œuvre à travailler pour que la voix de l'Afrique soit entendue sur la scène internationale et de corriger une longue injustice historique. L'Afrique veut des réformes pour éliminer l'injustice historique qui lui est imposée, car elle est la seule absente dans la catégorie des sièges permanents au Conseil et la moins représentée dans la catégorie des sièges non permanents au même Conseil. L'Afrique souhaite une réforme qui redonnerait au Conseil son rôle et son efficacité face aux crises, différends et conflits successifs et à leur accumulation au niveau régional et international face à la futilité des initiatives diplomatiques pour formuler les caractéristiques des solutions souhaitées et les règlements attendus. La réforme du Conseil de sécurité onusien et l'accélération des négociations entre les pays africains dans ce sens demeure une nécessité. Cela passe par l'exécution de l'accord des 8 Guinées et la déclaration de Sirte, ainsi que la feuille de route d'Oyala. L'agenda 2063, auquel l'Algérie a participé efficacement à son élaboration, doit englober tous les acteurs et être en faveur de l'Afrique. Parmi ses objectifs, l'Afrique doit être forte, unifiée, résiliente à tous les niveaux. L'Algérie défend avec ferveur la nécessité impérieuse d'une réforme immédiate de l'organe suprême de l'ONU. Alger estime qu'il est essentiel d'agir aujourd'hui plutôt que demain. En Algérie, nous croyons fermement que la réforme du Conseil de sécurité s'impose aujourd'hui avant demain et que cette réforme n'aura de sens ni de signification que si elle fixe ses objectifs comme répondant aux exigences de l'Afrique et que cette réforme doive faire la distinction entre priorité et luxe. L'Algérie met en avant la situation de quasi-paralysée du Conseil de sécurité qui, depuis 8 mois, échoue à arrêter le génocide à Gaza et punir, sur la base du droit international, le bourreau sioniste. Gaza, la résiliente, est confrontée à une guerre génocidaire à part entière depuis plus de 8 mois, sans que le Conseil de sécurité puisse freiner l'agression brutale israélienne dirigée contre elle, ni même lui fournir les moyens de secours, de subsistance et de survie. La réunion d'Alger marque une étape importante dans la quête de l'Afrique et les peuples opprimés d'une représentation plus juste et équilibrée au sein du Conseil de sécurité onusien. Le C10 aspire à ce que leurs efforts collectifs porteront leurs fruits et permettent de réformer cette institution clé pour la paix et la sécurité internationale. Dans ce contexte, le chef de la diplomatie congolaise, Jean-Claude Gakusso, a souligné que le fondement même de la puissance africaine doit être tiré de l'économie et que par conséquent, il est primordial que le continent africain se fédère économiquement. Regardez. D'abord, l'Afrique doit forger la puissance économique.
C'est ça le grand secret, mes amis. L'Afrique doit forger la puissance économique et de cette puissance économique dérivera tout le reste. La puissance militaire, la puissance diplomatique, le rayonnement culturel, tout cela passe par la puissance économique. Or, pour avoir la puissance économique, les pays africains ne peuvent pas continuer à vivre dans l'émiettement où les a mis la conférence de Berlin au 19e siècle. C'est pour cela que l'Union africaine ne peut pas être un slogan. Elle doit se construire. Je vous le disais en titre, c'est une victoire écrasante pour la droite et l'extrême droite aux élections européennes. On parle de 131 sièges en tout. Fortes de leur score en Italie, en France, en Allemagne, aux Pays-Bas, en Autriche ou encore en Grèce, les droites nationalistes et radicales entendent peser davantage encore sur les orientations de l'Union européenne. En France, le Rassemblement national mené par Jordan Bardella est arrivé largement en tête avec 31,5% des voix, doublant le score de la majorité présidentielle Renaissance. Vous l'aurez compris, l'extrême droite gagne de plus en plus de terrain, mais la question qui se pose, quels sont les tenants et les aboutissants de ce résultat? Élément de réponse avec Khabdin Badash. Séisme politique. Vote sanction, conséquence logique d'une dérive socio-économique. Strasbourg, désormais capitale des peuples européens et le représentant, de nouveau envahi par l'idéologie de l'extrême droite, dont l'ombre et le passif planent désormais sur le vieux continent. Décomplexé est devenu tendance depuis quelques années à la suite d'une opération lifting pour gommer ce qui dépasse. L'extrême droite européenne a bénéficié d'une campagne de dédiabolisation, voire d'angélisation qui paye dans les urnes. Le Parlement européen, qui est censé être l'émanation des aspirations politiques d'une Europe qui se cherche toujours, est aujourd'hui l'arène dans laquelle se rend tranchée, dans une certaine forme de radicalité, des questions existentielles pour le continent. Cette radicalité qui s'exprime en ce qui concerne les dossiers de l'immigration, l'islam, la sécurité, les frontières ou encore le droit d'asile et le climat. Comble de l'ironie, l'hémicycle de l'Alsace est pris d'assaut par ceux-là même qui disent non à l'Europe. Les crises successives qui ont frappé le continent n'ont pas été sans conséquences sur la conception future de ce que devra être l'Union des 27. Dernière en date, la colère des agriculteurs et du monde rural, véritable creuset pour les voix contestataires nourries au sein des théories du grand remplacement et de l'État-nation qui se liquéfie dans le bouillon du mondialisme. L'Europe des peuples face à l'Europe des dirigeants, ou le gouffre qui sépare ces deux mondes en plein dialogue de sourds. Pour certains observateurs, le résultat des élections européennes n'est que le reflet de l'échec des élites européennes durant les 30 dernières années et du virage résolument pro-américain qui connaît son paroxysme en 2022 avec le conflit en Ukraine. D'aucuns diront également que le modèle d'intégration européen ne se fait pas dans l'intérêt des populations européennes sur bon nombre d'aspects, à commencer par l'économie. D'autant estiment au contraire que pour barrer la route au raz-de-marée des partis d'extrême droite, il leur faut absolument gouverner pour se découvrir et laisser des plumes. Quoi qu'il en soit, de vives inquiétudes subsistent chez les partenaires étrangers de l'Europe et sur la voie qu'empruntera Bruxelles et sa diplomatie. Une Europe à la croisée des chemins semble tout de même s'engager sur un terrain glissant qui n'est pas sans rappeler les heures les plus sombres et les plus obscures du vieux continent. Ce séisme politique a provoqué une réponse immédiate du président français Emmanuel Macron qui a annoncé dimanche soir la dissolution de l'Assemblée nationale et de nouvelles élections législatives les 30 juin et 7 juillet. C'est pourquoi, après avoir procédé aux consultations prévues à l'article 12 de notre Constitution, j'ai décidé de vous redonner le choix de notre avenir parlementaire par le vote. Je dissous donc ce soir l'Assemblée nationale. Je signerai dans quelques instants le décret de convocation des élections législatives qui se tiendront le 30 juin pour le premier tour et le 7 juillet pour le second. Le principal enseignement est clair. Ce n'est pas un bon résultat pour les partis qui défendent l'Europe, dont celui de la majorité présidentielle. C'est une situation à laquelle je ne peux me résoudre. La montée des nationalistes
des démagogues est un danger pour notre nation, mais aussi pour notre Europe, pour la place de la France en Europe et dans le monde. Nous rejoint en direct de Paris Aklim Ellouli, sénateur du Val-de-Marne. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir à nos téléspectatrices et téléspectateurs. Alors l'annonce faite hier par le président Macron a eu l'effet d'un séisme en France. Quelle lecture faites-vous justement de cette décision éclair et quelle est selon vous la stratégie adoptée par Emmanuel Macron ? Alors, on n'est pas à une erreur près du président Emmanuel Macron. Je pense que sa stratégie, effectivement, il n'a pas d'alternative. Aujourd'hui, il n'a pas de majorité stable pour mettre en place ces réformes qui sont du néolibéralisme. Et donc, comme de toute façon, le RN, c'est des néolibéraux, mais avec des faux nez, en fait, le système ne va pas beaucoup changer. Et donc, sa stratégie, c'est le chaos ou moi. Et il met le pays en tension pour justement arriver à se faire élire ou obtenir une majorité, ou alors à essayer de gouverner avec le RN. Mais je pense que là, on joue avec le feu. Donc on est plus dans une fuite en avant, à mon avis, qu'une véritable stratégie, même si derrière ça, on peut comprendre qu'il essaie effectivement de survivre à la crise, parce qu'aujourd'hui, la France traverse une crise sérieuse. Aujourd'hui, le ministre de l'économie doit trouver 20 milliards et il ne sait pas où les prendre. Donc donc aujourd'hui, même avec des gens expérimentés, vous aurez du mal à mettre une politique solide pour permettre de répondre à la situation qu'on a. C'est-à-dire que les gens ont besoin aussi d'un bouclier social. Et donc, effectivement, il essaye de faire porter le chapeau à d'autres, ou alors d'essayer de construire avec d'autres. C'est une stratégie. Justement, Sébastien Chenu a annoncé tout à l'heure que Jordan Bardella serait le candidat RN pour Matignon. Est-ce qu'on prépare déjà l'opinion publique à une espèce de cohabitation avec l'extrême droite, selon vous ? Ça fait longtemps qu'il prépare l'opinion publique, parce que quand il y a eu l'immigration, si c'est pas de la préparation, même le Rassemblement national n'aurait pas osé faire cette loi. Donc, à un moment donné, c'est pas ça. Mais en réalité, qui est Jordan Bardella? Qu'est-ce qu'il sait faire? En fait, à part avoir un costume bien coupé et bien cintré, c'est quelqu'un qui n'a jamais géré de ville, qui n'a aucune compétence et qui effectivement va être là pour c'est Attal en moins bien, quoi. On continue, et de toute façon, et puis le président aura Bordeaux de dire, vous voyez, je vous les ai mis, mais en même temps, le risque, c'est que quand on installe des gens, c'est qu'ils peuvent durer. C'est ça le risque, et je trouve qu'on a quelqu'un qui joue avec un apprenti sorcier, qui essaie de jouer avec la nitroglycérine, sauf qu'il ne sait pas comment ça fonctionne, et il est en train de nous faire imploser le pays. Merci beaucoup, Aklim Ellouli, d'avoir répondu à nos questions. À très bientôt. Merci à vous, bonne soirée, au revoir. Et cette première historique, la députée France Insoumise Rima Hassan est la première palestinienne élue au Parlement européen. Née dans un camp de réfugiés en Syrie, elle fait aujourd'hui partie des 8 députés LFI qui siégeront au Parlement de l'UE. Je pense qu'il faut vraiment qu'on avance sur les sanctions à l'endroit du régime israélien et qu'on puisse traiter la question de Gaza en urgence. Je rappelle que Rafah a été quand même posée comme étant une ligne rouge par de nombreuses personnes, y compris Emmanuel Macron. Et c'est aussi ça, je pense que j'ai du mal à célébrer en fait dans cette période-là avec le contexte actuel. Mais voilà, ce sera le premier sujet sur lequel je vais travailler. Sport football, 4e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. La sélection algérienne s'impose 2-1 face à l'Ouganda au stade Mandela à Kampala. Les 2 buts sont signés Houssam Aouar et Saïd Barrahma. Prochain match des éliminatoires en mars 2025 face au Botswana chez eux. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. L'actu continue sur Al 24 News. À demain.